Imaginez que vous vivez à Rome en l'an 663 après J.C. Ce serait une année très spéciale pour cette ville qui a enduré tant d'épreuves au cours des 2 derniers siècles. Depuis 410, la ville a été pillée ou assiégée d'innombrables fois, 3 fois au VIe siècle et 3 autres fois au VIe siècle. La population de la puissante Rome avait chuté d'un stupéfiant 800 000 en l'an 400 après J.C. à une maigre 30 000 en l'an 600. Et pourtant, en 663 après Jésus-Christ, quelque chose allait se produire qui ne s'était pas produit depuis 2 siècles. Un empereur romain arriverait à Rome avec toute sa suite, un empereur romain de Constantinople. En effet, Constance II était l'empereur régnant de l'Empire romain à cette époque, et il s'apprêtait à visiter Rome. Comment cela aurait-il été? À quoi ressemblait cette visite? Et comment cela aurait-il été de témoigner de cette visite en tant que quelqu'un vivant là-bas? Vers 600 après Jésus-Christ, Rome n'était plus que l'ombre d'elle-même. La chute de l'Empire romain d'Occident, les nombreux sacs et sièges de la ville, les nombreuses épidémies et catastrophes avaient pris un lourd tribut sur la Rome autrefois puissante. 6 sacs ou sièges en 2 siècles. La famine de 536, suite à l'événement climatique de cette année-là, et la peste de Justinien en 541 qui se reproduisait encore et encore, connaissant de multiples épidémies. Ces événements avaient pris un lourd tribut sur Rome. La plupart des aqueducs étaient en mauvais état car ils avaient été coupés lors du siège des Ostrogoths en 537 après J.C. C'est également à cette époque que la plupart des bains ont cessé de fonctionner, puis ont été utilisés comme espace de stockage ou transformés en églises, et d'autres sont simplement tombés progressivement en ruine. Cependant, quelques bains ont continué à fonctionner et ont été entretenus, puisqu'un ou 2 des 11 grands aqueducs avaient été réparés. La population, qui était tombée aussi bas que 30 000 vers 600 après Jésus-Christ, a commencé à se rétablir lentement pour atteindre environ 50 000 en 663 après Jésus-Christ. Cette année-là, quelque chose se produirait qui n'était pas arrivé depuis presque 200 ans. C'était comme si les anciens jours de gloire étaient à revenu. Un empereur romain rendrait visite à Rome. Le premier empereur romain a résidé dans la ville depuis Julius Nepos en 475. Cela a dû être un spectacle assez impressionnant pour les 50 000 personnes qui vivaient encore dans la vieille ville vénérable. L'empereur Constance II, après avoir mené une campagne contre les Lombards sans grand succès, est arrivé à un moment donné, en 663, après J.C. devant les murs de la ville, avec sa suite impériale, et a été reçu avec cérémonie par le pape, le clergé et les notables. Les sénateurs n'étaient plus présents à cette époque, car les derniers membres du Sénat de Rome avaient disparu entre 608 et environ 620 après J.C. J'ai parlé des derniers sénateurs de Rome et de ce qui leur est probablement arrivé dans cette vidéo ici. Constant II resterait à Rome pendant 12 jours. Pendant ce temps, il a visité de nombreux monuments anciens de la ville, dont la plupart étaient encore en étonnamment bon état même à cette époque. Certes, les routes de la ville n'étaient pas en très bon état, souvent remplies de terre et de débris provenant de bâtiments effondrés. Par exemple, on a découvert qu'une colonne effondrée du temple d'Apollo Susianus, probablement endommagée lors du tremblement de terre de 508, avait simplement été laissée sur la rue et un pont avait été construit par-dessus. Une solution très pragmatique, mais cela montre que Rome devait offrir un site un peu chaotique à cette époque. Pourtant, même si les rues extérieures devaient être en mauvais état et remplissant de terre et de débris, les grands fora étaient tous maintenus libres. Le Forum Romanum, par exemple, était encore même 663 au même niveau de sol qu'il l'avait été 3 siècles plus tôt. Ainsi, lorsque l'empereur Constance II aurait été accueilli à l'extérieur à la basilique Saint-Pierre, il serait ensuite entré dans la ville par l'une des portes du mur d'Aurélien, puis aurait été guidé à travers la ville
voyant beaucoup des anciens bâtiments et sites spectaculaires de l'époque des anciens empereurs. Le mausolée d'Adrien était toujours debout et en bon état. Le mausolée d'Auguste également. Même le Colisée était encore en assez bon état. Il a seulement été découvert qu'un membre de la suite de Constance avait griffonné le nom de l'empereur dans l'escalier à l'intérieur de la colonne de Trajan et sur le Janus quadrifonse, mémorisant ainsi cet événement pour l'éternité. L'empereur a probablement aussi vu le temple de Vénus et de Roma qui était encore debout. Et même si les tuiles dorées du toit avaient été enlevées de l'an 630 pour ajourner la basilique Saint-Pierre, néanmoins la structure du temple était encore intacte et toujours très imposante. Malheureusement, nous ne savons pas vraiment ce que l'empereur pensait en voyant ces sites, mais il est très probable qu'il a été impressionné par la grandeur antique de la ville. Après tout, c'est à Rome que l'Empire romain avait commencé bien avant son époque, et les Romains de l'Est de Constantinople connaissaient ce fait, et donc Rome avait toujours une grande importance pour eux. Il a probablement visité la ville, vu les thermes, encore essentiellement intacts de Dioclétien et de Caracalla, qui même, sans eau, se dressaient encore de manière imposante à cette époque. Il a peut-être même pris un bain dans l'une des rares thermes encore en fonctionnement de l'ancien temps. Alors qu'à Rome, l'empereur Constance Tego vivait encore dans l'ancien palais des Césars, sur la colline du Palatin, le même complexe palatial où Auguste ou Domitien avaient vécu 6 à 7 siècles avant lui. Nous savons qu'il y avait encore un curateur du palais en charge jusqu'au moins 687 et des parties du vaste complexe palatial étaient donc encore réparées et entretenues jusqu'au moins le début du 8e siècle. L'empereur a probablement aussi vu les marchés de Trajan puisqu'il était, nous l'avons dit, à la colonne de Trajan. Les marchés de Trajan n'ont survécu jusqu'au 9e siècle. Ils ont probablement été détruits cependant lors du fort tremblement de terre de 847 après Jésus-Christ qui a également détruit de nombreuses autres structures anciennes telles que la magnifique basilique de Maxence. Sur le fleuve Tibre, l'empereur aurait vu les moulins fluviaux qui ont été construits par nul autre que Flavius Belisarius lui-même, le légendaire commandant romain de l'Est, qui avait vaincu de nombreux ennemis de l'Empire. Belisarius a construit ces moulins fluviaux pendant le siège gothique de 537, et ces moulins fluviaux continueraient à jouer un rôle pivot dans l'alimentation de la population de Rome, même jusqu'au 19e siècle, assez fou. Si vous aviez vécu à Rome pendant ces 12 jours de l'année 663, vous auriez vu une procession de la suite impériale défilant à travers Rome de part en part pendant 12 jours, jusqu'au reste du Circus Maximus qui était encore debout, bien qu'admettons-le, pas en très bon état, jusqu'au Septisodium de Septime Sévère, jusqu'au célèbre colosse qui était probablement encore debout à cette époque. Au temple de Jupiter sur la colline du Capitole, qui à cette époque était probablement encore en assez bon état, même si bien sûr il manquait le toit et était dépourvu de toutes les statues à l'intérieur. Cela devait être un spectacle assez impressionnant à voir, l'empereur et sa suite défilant à travers toute la ville. L'empereur était probablement tiré sur une sorte de char, entouré de ses gardes du corps personnel, suivi par des hauts fonctionnaires de la ville dans la zone du Forum Romanum. Vous verriez encore la plupart des anciens temples et bâtiments intacts. Comme nous l'avons dit, la zone était maintenue libre de saleté et de débris et était encore un centre d'activité même à cette époque. Le dernier monument connu érigé sur le forum était la colonne de Phocas, érigée en 608, qui était en fait une ancienne colonne de l'époque des Tétrarques sur laquelle une statue de l'empereur Phocas a été placée. Sur le forum lui-même, il y avait encore des vendeurs, il était encore utilisé comme un marché où des marchandises étaient vendues et même des esclaves encore de temps en temps, mais bien sûr, heureusement, pas aussi fréquemment qu'à l'ancienne. Et bien sûr, la densité de population était beaucoup plus faible en 663 qu'au siècle précédent.
Il y avait beaucoup moins de gens dans les rues et parfois les paysans tiraient du bétail à travers les forats vers les champs périphériques dans les zones maintenant abandonnées. Il y a de cette gigantesque ancienne ville. Mais en 663 après JC, Rome était toujours très largement entre les mains des Romains. La ville était sous le contrôle des Romains de l'Est depuis environ 550 après J-C et elle le resterait pendant presque un autre siècle après la visite de Constance le II. Rome faisait à nouveau partie de l'Empire romain pendant 200 ans, d'environ 550 à 751. Un fait que de nombreux historiens semblent oublier, appelant souvent cette période l'occupation byzantine. Mais les gens vivant à cette époque ne le voyaient pas de cette façon. Ils pensaient qu'il faisait partie du même empire romain de centaines d'années plus tôt. L'empereur Théodose ne résidait-il pas aussi à Constantinople ? Ou l'empereur Constance II ne résidait-il pas aussi à Constantinople lorsqu'il a visité Rome en 357 après J-C ? Était-ce alors aussi une occupation byzantine ? Et quand la romanité a-t-elle pris fin et la byzantinité a-t-elle commencé ? C'est très difficile à dire et en fait c'était un changement progressif. Dans de nombreuses régions, en 663 après JCA, il restait encore des vestiges impressionnants de l'Antiquité visible. Alors qui sommes-nous pour dire que cette Rome de 663 après JC était sous occupation byzantine ? Elle faisait partie de l'Empire romain qui avait toujours sa capitale à Constantinople, comme c'était le cas 3 siècles plus tôt. Quoi qu'il en soit, il serait bien sûr assez visible que Rome, à cette époque, était sous l'influence de l'Empire romain d'Orient. Comme à cette époque, Constantinople était une ville beaucoup plus grande que Rome, il est assez évident que l'influence culturelle de l'Est devait être visible à Rome. De nombreuses églises ont été construites dans le style artistique romain oriental ou byzantin. Après 550 après Jésus-Christ dans toute la ville. Il y avait même un quartier byzantin près du Forum Romanum où résidaient les fonctionnaires du gouvernement romain oriental, une sorte de quartier administratif. Au temps de Constance II, il correspondait souvent avec l'exarque à Ravenne, le vice-roi de l'empereur, pour ainsi dire. Dans le forum, il y avait aussi la Curia Julia, qui était vacante depuis la disparition du Sénat romain une quarantaine d'années auparavant. Elle a été transformée en la basilique de Sant'Adriano al Foro en 630. En fait, beaucoup des anciennes structures ont été sauvées en étant converties en église. Cela s'est également produit avec un panthéon qui avait également été converti en église en 608. En fait, c'était encore Phocas qui avait fait don du Panthéon au pape Boniface cette même année. C'était lui qui avait beaucoup renforcé la papauté à Rome et c'est probablement aussi une raison pour laquelle le Sénat de Rome a perdu de plus en plus d'importance par la suite avant de se dissoudre complètement. Cela explique également pourquoi l'empereur Phocas, vraiment cruel et mauvais, a reçu sa propre colonne et d'autres honneurs dans la ville. C'était parce qu'il était un grand bienfaiteur de la papauté à Rome. À cette époque, les zones périphériques de Rome avaient été complètement abandonnées. Imaginez une ville qui a autrefois abrité 1 million de personnes, maintenant elle en abrite 20 fois moins. Par conséquent, les zones périphériques se dégraderaient lentement en terres agricoles. Les bâtiments effondrés à cause des tremblements de terre étaient simplement laissés à l'abandon en périphérie, les matériaux de construction étant réutilisés pour la construction de nouveaux bâtiments, principalement des églises. Maintenant, où vivait la population elle-même ? Eh bien, on a découvert qu'ils vivaient principalement dans la région autour du campus Marsus, puis près du Forum romain et au nord de la colline du Capitole, près du théâtre de Marcellus, donc essentiellement concentré près du fleuve Tibre, très près des parties centrales de la ville. Et curieusement, les gens vivaient toujours dans les anciens bâtiments insulae. Cependant, les étages supérieurs étaient déjà devenus inhabitables car les tuiles de toit n'étaient plus pour la plupart à cette époque. Et ainsi, l'étage supérieur était principalement à découvert.
Mais les étages inférieurs étaient encore habitables, et c'est là que vivait la majorité de la population. D'autres avaient repris les anciennes villas ou domus des Romains aisés qui vivaient là auparavant. Maintenant, la visite de Constance aurait été tout à fait bien et agréable si quelque chose ne s'était pas passé, ce qui ferait vivre cette visite dans l'infamie, magnifiquement visualisée dans ce dessin de Lodovico Pogliaghi. Paul le diacre a écrit dans son Histoire des Lombards ce qui suit. Mais l'empereur Constance, lorsqu'il a constaté qu'il ne pouvait rien accomplir contre les Lombards, a dirigé toutes les menaces de sa cruauté contre ses propres partisans, c'est-à-dire les Romains. Il quitta Naples et se dirigea vers Rome. Au 6e mille de la ville, le pape Vitalien vint à sa rencontre avec ses prêtres et le peuple romain. Et, lorsque l'empereur est arrivé au seuil de Saint-Pierre, il y a offert un pallium tissé d'or. Et restant à Rome 12 jours, il a détruit tout ce qui avait été fait de métal dans l'ancien temps pour l'ornement de la ville, à tel point qu'il a même arraché le toit de l'église de la Bienheureuse Marie qui autrefois était appelée le Panthéon et avait été fondée en l'honneur de tous les dieux et qui est maintenant, par le consentement des anciens dirigeants, le lieu de tous les martyrs. Et il a enlevé de là les tuiles de bronze et les a envoyées avec tous les autres ornements à Constantinople. Comment exactement cela s'est passé, nous ne le savons pas et c'est la seule source de cet événement que je connais. Paul le diacre était un Lombard, et comme Constance II était l'un des très rares empereurs romains de Constantinople qui avait fait la guerre aux Lombards, tuant probablement un bon nombre d'entre eux, nous pouvons être assez sûrs que Paul le diacre n'était pas très neutre sur Constance II. En fait, nous pouvons être assez sûrs qu'il a probablement exagéré les actions de Constance II pour le faire paraître bien pire qu'il ne l'était probablement. Maintenant, il est vrai que Constance avait mené campagne contre les Lombards avec un succès médiocre, n'étant pas capable de les vaincre de manière décisive. Mais encore une fois, l'Empire était attaqué de tous côtés, et donc il ne pouvait pas consacrer trop d'hommes contre les Lombards. Ce que Constance a réellement essayé de faire, c'était de reconquérir l'Égypte et le Levant des musulmans. Et pour cela, il avait désespérément besoin d'argent. Ainsi, il a dû augmenter les taxes, et il avait désespérément besoin de frapper des pièces pour les préparations de guerre. C'est pourquoi il se pourrait bien qu'il ait pillé certains bâtiments à Rome pour leurs ornements en bronze. Bien sûr, cela a créé un scandale, mais n'oublions pas que beaucoup l'avaient fait avant lui. L'empereur Constantin avait déjà pillé Rome en 326 après J.C., emportant de nombreuses statues et œuvres d'art à Constantinople. Puis, le général Stilicho avait retiré le plaquage d'or des portes du temple de Jupiter au début des années 400. Puis l'empereur Avitus avait fondu des statues en 456 afin de payer ses foederati visigothiques et pour financer la guerre contre les Vandales. Donc ce n'était malheureusement pas vraiment une pratique inhabituelle. Il a probablement dépouillé le toit du Panthéon de ses tuiles de bronze et a probablement dépouillé quelques autres statues de bronze. Mais s'il le faisait délibérément ou s'il n'avait pas le choix parce qu'il devait payer son armée est difficile à savoir. Mais probablement les descriptions de Paul le diacre sont exagérées pour les raisons mentionnées précédemment. Il était prévu d'envoyer le navire avec le butin à Constantinople, mais il a d'abord été envoyé à Syracuse parce que c'est de Syracuse que l'opération militaire contre le califat musulman aurait commencé. Mais après que Constance II a été tristement célèbre assassinée dans les bains de Syracuse, le navire avec le butin de Rome est alors tombé entre les mains du califat. Une véritable tragédie. Cet épisode entier, lorsque Constance II était à Rome, lorsque Rome faisait encore officiellement partie de l'Empire romain, est absolument fascinant. Certaines choses nous rappellent les visites des anciens empereurs des siècles plus tôt, mais à d'autres égards, Rome avait changé. Pourtant, l'ère de l'Antiquité tardive était encore présent pendant ces 12 jours lorsque Constance le Second a visité Rome en l'an 663 après Jésus-Christ.
Si vous aimez cette vidéo, veuillez envisager de soutenir cette chaîne via Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car c'est votre soutien qui rend cette chaîne possible. Je vous en serai très reconnaissant. Et je voudrais faire un clin d'œil spécial à notre nouveau membre Sol Invictus, KT. Merci beaucoup KT pour votre soutien généreux à Majorianus. Je vous remercie infiniment. Et bien sûr, je remercie tous ceux qui soutiennent Majorianus. Vous êtes incroyables. Et si vous voulez en savoir plus sur les 3 plus grands temples de Rome, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur Rome après la chute, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, Gracias Tibiago et Bene Valete.